Bon, je vais vous parler de l'exemple numéro 6 de Poincaré. Pour décrire cet exemple, on va se donner une matrice A dans SL2 de Z, c'est-à-dire une matrice à coefficients entiers et de déterminant 1. Et on va considérer donc, le sous-groupe du groupe des transformations de R3 qui va être engendré par 3 transformations. Donc la première transformation, ça va être la transformation qui a x, y, z associe x plus 1, y, z, c'est-à-dire la translation de vecteur d sur dx. La deuxième transformation, ça va être la translation de vecteur d sur dy. Et la troisième transformation, ça va être donc, la composée de l'application de la matrice A au vecteur xy et de la translation de vecteur d sur dz. On obtient un sous-groupe qui va agir sur R3 et moi je vais m'intéresser à l'espace que je vais noter TA et qui va être R3 quotienté par l'action de GA. Alors si on change un peu de point de vue, c'est-à-dire si on commence par quotienter R2 par l'action des deux translations avant de regarder ce qui va se passer avec le troisième générateur de GA, on obtient une autre façon de voir TA. Donc si je quotiente R2 par les deux translations, j'obtiens un tor T2. Mon application A, je vais pouvoir la restreindre en une application qui va du tor T2 dans lui-même quand je vois T2 comme R2 quotienté par Z2. Et alors, mon ensemble TA, ça va être un tor croix 0, 1. Donc ici, j'ai mon T2. Ici, j'ai l'intervalle 0, 1. Et l'effet de ma troisième transformation, ça va être d'identifier le tor du haut avec le tor du bas via l'application A. Si je réécris ça, j'obtiens que TA, ça va être T2, croix 0, 1, quotienté par la relation d'équivalence. J'identifie XY 0 avec A de XY 1, ce qu'on appelle souvent une suspension. Alors Poincaré introduit cette famille d'exemples dans l'espoir de trouver des variétés qui vont avoir les mêmes nombres de Betti, mais qui vont pouvoir être distinguées par leurs groupes fondamentaux. L'espace TA est obtenu comme quotient de R3 sous l'action du groupe GA. R3 est simplement connexe et on peut vérifier que GA agit de façon topologiquement libre. Donc on peut calculer le groupe fondamental de TA et par définition le groupe GA. Donc maintenant, le premier groupe d'homologie de TA s'obtient en calculant l'abélianisé du groupe fondamental, donc ici l'abélianisé de GA. Pour obtenir les nombres de Betti, on va écrire GA sous forme de générateur et relation. Donc GA, j'ai 3 générateurs, donc A pour la première translation, B pour ma translation D sur DY, et C pour ma transformation composée de l'action de A en XY et la translation en Z. Et donc ces 3 générateurs vont vérifier 3 relations. Donc la première, c'est que les translations A et B commutent. Et les deux autres relations, ça va être les relations de commutation entre A et C et B et C. Donc on peut vérifier que AC, c'est C, A alpha, B gamma, et BC, c'est C, A bêta et B delta, où ma matrice A s'écrit alpha, bêta, gamma et delta. Une fois que je sais ça, je vais pouvoir dire que le H1, je vais l'obtenir en rajoutant en plus comme condition que A et C commutent et B et C commutent.
Ça va me donner des relations un petit peu plus simples. Donc, ça va être le groupe donc engendré par A, B et C, où A, B et C vont commuter, et mes nouvelles relations, que là, cette fois-ci, je vais écrire sous forme additive en profitant de la commutativité, vont devenir alpha-1 A plus gamma B égale 0, et bêta A plus delta-1 B égale 0. Alors, il va y avoir 3 cas à étudier pour obtenir les nombres de Betti qui vont dépendre du rang de la matrice qui apparaît ici. Donc si le rang c'est nul, c'est-à-dire si A c'est l'identité, eh ben, TA qu'on obtient c'est le tor T3. Donc en particulier, le pi1, dans ce cas-là, c'est égal au H1, ça va être Z3. Et ce que j'obtiens, c'est que B1 va être égal à 3. Donc le second cas, un tout petit peu moins dégénéré, ça va être le cas où le rang de cette matrice-là, ça va être 1. Donc si on fait le calcul, ça correspond au cas où la trace de A va être égale à 2 plus A différent de l'identité. Dans ce cas-là, la matrice A, quitte à effectuer un changement de base, elle va être de la forme 1, K, 1, 0, avec K dans N étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un twist de Den. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut voir, c'est que le H1, ça va être Z2 plus Z sur KZ. Donc en particulier, on va avoir B1 qui va être égal à 2. Enfin, on perd une dimension pour l'homologie. Et le dernier cas qui va être le cas général, c'est-à-dire où ces deux lignes-là vont être indépendantes, on va perdre une deuxième dimension dans l'homologie. Donc si la trace de A est différente de 2, ben, ce qu'on obtient, c'est que B1, ça va être 1. Donc le H1, ça va être 1Z plus éventuellement de la torsion. Alors, ce que veut faire Poincaré, c'est donc comparer ces nombres ici 3, 2 et 1, qui permet de mettre les TA en 3 catégories avec le nombre de classes qu'on obtient si on essaye de les distinguer grâce au groupe fondamental. Alors, donc si on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, il y a des cas où clairement, même si je ne pars pas du même A, les deux TA que je vais obtenir vont être homéomorphes et donc leurs groupes fondamentaux vont être les mêmes. Donc le premier cas, c'est si jamais j'effectue un changement de base en X et Y. Ce cas-là revient à conjuguer A dans GL de Z. Donc tous les conjugués de A dans GL de Z vont en fait donner le même TA à homéomorphisme près et donc les mêmes groupes fondamentaux et donc les mêmes groupes d'homologie. Alors ce n'est pas le seul cas où on va obtenir les mêmes groupes fondamentaux. Par exemple, si je renverse l'axe des Z, je vais remplacer la matrice A par la matrice A-1. Et donc, on voit aussi que TA-1 et TA vont être homéomorphes et donc vont avoir les mêmes groupes fondamentaux. Donc, quand on met tout ça ensemble, on obtient le théorème suivant qui dit qu'en fait, les deux conditions que je viens de donner sont les deux seuls cas d'égalité qu'on peut avoir pour les groupes fondamentaux. Donc je vais avoir que TA et TA' vont être homéomorphes. Donc ça va être équivalent au fait que leurs groupes fondamentaux vont être les mêmes. Et ça va encore être équivalent au fait qu'il existe une matrice B dans GL2 de Z telle que on ait A' qui soit égal à B à B-1 ou que A' soit égal à B A-1 B-1. Donc ce résultat est presque montré dans l'analyse situs par Poincaré.
Il nous donne une classification complète des espaces TA par leur groupe fondamental. Il est facile de trouver des matrices A et A', de traces strictement plus grandes que 2, qui ne vont pas être conjuguées dans GL2 de R et donc a fortiori pas conjuguées dans GL2 de Z. Il suffit de prendre des matrices de traces différentes, par exemple. Donc les espaces TA et TA' associés vont avoir le même nombre de bêtis B1, mais vont être distingués par leur groupe fondamental. Avec un peu plus de travail, on peut aussi trouver des matrices A et A' qui vont ne pas être conjuguées dans GL2 de Z et pas être conjuguées à leur inverse non plus dans GL2 de Z, qui vont plus qu'avoir le même B1, avoir le même premier groupe d'homologie, mais qui vont encore être distinguées par leur groupe fondamental. Alors en fait, donc le cas où on va avoir B1 égale 1, donc le cas où la trace de A va être différente de 2, on va pouvoir le séparer en 3 sous-cas pour lesquels le groupe fondamental va avoir un comportement différent. Donc le premier cas, ça va être le cas où trace de A va être en valeur absolue strictement plus petit que 2. Donc dans ce cas-là, en fait, la matrice A, elle va être d'ordre fini. Et ça va faire que le groupe fondamental va être plutôt petit. Après, on a le cas où la trace de A va être exactement moins 2. Donc ça va être un cas qui va être très proche du cas où la trace vaut 2. Donc dans ce cas-là, A, elle va être de cette forme-là, et en particulier, on voit qu'on a une courbe qui va être préservée par A. Et le troisième cas, donc ça va être le cas où la trace va être strictement plus grande que 2 en valeur absolue, qui va être le cas le plus intéressant et le cas, en un sens, le plus compliqué. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est que le groupe fondamental de TA dans cette situation a ce qu'on appelle une croissance exponentielle, c'est-à-dire que je regarde le nombre d'éléments du groupe fondamental que je peux écrire avec n générateurs. Je regarde comment ce nombre-là croît avec n, et la croissance va être exponentielle. Donc ici, j'ai une croissance exponentielle du groupe fondamental. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est pas prouver complètement ce théorème, mais vous expliquer pourquoi il est raisonnable d'espérer une croissance exponentielle. Donc l'espace que j'étudie, TA, qui s'écrit comme quotient de R3 sous l'action de GA, et donc son revêtement universel, ça va être R3. Comme le revêtement universel, ça va être R3, je vais pouvoir identifier les éléments de mon groupe fondamental au réseau Z3 de R3. Et ce qu'on va faire, c'est donc utiliser les propriétés de la matrice A pour comprendre pourquoi, même si je combine peu de fois les 3 générateurs de mon groupe, je vais pouvoir obtenir beaucoup d'éléments du groupe fondamental. Donc pour ça, regardons un petit peu mieux la matrice A, et je vais prendre un cas particulier de matrice A, mais la preuve dans le cas général se passe de la même manière. Donc je vais prendre une des matrices les plus simples dans SL2 de Z et de traces strictement plus grandes que 2. Je vais prendre la matrice 2, 1, 1, 1. Donc le fait que la trace soit strictement plus grande que 2, ça nous dit que les valeurs propres de cette matrice-là vont être des réels. Et comme leur produit fait 1, je vais en avoir une qui va être strictement plus grande que 1. Donc ça va être une valeur propre, et son inverse. Donc je vais avoir lambda et 1 sur lambda comme valeur propre de A. Alors dans ce cas précis, lambda, ça vaut à peu près 2,6. Et donc ces valeurs propres vont avoir deux espaces propres associés. Donc ici, l'espace propre associé à la valeur propre lambda, et l'espace propre associé à la valeur propre 1 sur lambda. Et donc ce que je voudrais vous expliquer, c'est que si je pars d'un point de Z3
qui est à distance de l'origine, qui est à peu près lambda à la puissance r, alors je vais pouvoir, en appliquant mes 3 transformations qui engendrent GA, ramener ce point à l'origine en gros R opération. Alors pour l'instant, je vais complètement oublier ce qui se passe dans ma coordonnée ici verticale, qui est la coordonnée Z. Je vais juste regarder ce qui se passe dans le plan des XY. Donc j'ai mon point que j'essaye de ramener, mettons qu'il soit là. Donc il me donne un vecteur V ici à coordonnées entières. Et ce vecteur V, je vais le décomposer sur les espaces E lambda et E 1 sur lambda. Donc je le projette ici. Donc j'obtiens 2 vecteurs. Alors pour être complètement correct, comme je veux toujours travailler avec des vecteurs à coordonnées entières, je ne peux pas vraiment prendre un vecteur complètement dans E lambda et complètement dans E1 sur lambda parce que les pentes ne sont pas rationnelles. Je prends un vecteur à coordonnées entières proches. Mais on va faire comme si on était vraiment sur E lambda et E1 sur lambda. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appliquer A à mon vecteur V, je peux l'appliquer composante par composante, la composante en E1 sur lambda va être divisée par lambda, pendant que la composante sur E lambda va être multipliée par lambda. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer à V à essentiellement R fois. Ce qui fait que la composante en E1 sur lambda va avoir une taille qui va être de l'ordre de 1, pendant que la composante en E lambda va obtenir une taille qui va être de l'ordre de lambda 2R. Donc une fois que je vais avoir fait ça, ma composante qui va être de taille proche de 1, je vais pouvoir utiliser mes petites translations dans la direction X et dans la direction Y pour la ramener vraiment en 0 et la faire complètement disparaître. Et ensuite, je vais pouvoir ramener proche de 0 la composante qui est sur E lambda et qui est maintenant en lambda 2R. Donc combien d'opérations il va me falloir pour faire ça? Il va m'en falloir à peu près R pour réduire celle-là, un nombre fini pour la ramener à 0, à peu près 2R pour ramener celle-là, et encore un nombre fini pour la ramener à 0. Alors, bon, j'ai un peu négligé la composante sur Z, mais elle bouge au plus de R à chaque fois, et donc une fois que je suis bien revenu à 0, je peux revenir encore en un nombre fini de R étapes au 0. Donc voilà pourquoi un point qui est à peu près en lambda puissance R, en R étapes, je peux le ramener en 0, et donc voilà pourquoi la croissance est exponentielle dans ce type de cas. Dans les autres cas, la croissance, elle est polynomiale.